Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Chaque vendredi, vous pourrez vous enrichir avec l'expérience d'éducateurs au sens large qui cherchent à contribuer à ce plein épanouissement. Des professeurs des écoles, des éducateurs Montessori, des chercheurs, des formateurs et même des rééducateurs. J'ai à cœur que l'école évolue pour que chaque enfant puisse développer son plein potentiel. J'essaie de faire ma part avec mes ateliers Montessori, mes formations en ligne et en présentiel, le podcast bien sûr, et mes 2 cartons dans l'éducation nationale. Pour résumer, au quotidien, j'aide les enfants à développer leur plein potentiel et j'accompagne des professeurs des écoles pour leur faire découvrir l'éducation Montessori, qui est en parfaite cohérence, adéquation avec les recherches en neurosciences. Vous trouverez plus d'informations sur mon blog, montessori-apprendreautrement.com et plein d'autres ressources. Si vous voulez recevoir gratuitement les clés les plus efficaces pour développer le plein potentiel des enfants à l'école et à la maison, vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien dans les notes de l'épisode. Pour passer à la vitesse supérieure, vous pouvez vous inscrire à ma formation en ligne ou en présentiel. Vous aurez toutes les informations sur le blog. Si ce podcast vous plaît, je compte sur vous pour laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et note de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. C'est la meilleure solution pour donner de la visibilité au podcast et contribuer vous aussi à cette révolution éducative. Et n'hésitez pas à partager les épisodes qui vous plaisent. Sophie est une éducatrice Montessori passionnée par son travail, qui cherche à contribuer au plein épanouissement de chaque enfant. Comme elle le dit en se présentant, elle n'a jamais quitté l'école. Elle a commencé en tant que prof de collège, toujours à la recherche d'innovation pédagogique, puis après la naissance de ses filles et plusieurs formations, elle s'est tournée vers la pédagogie Montessori. Dans cet épisode, Sophie nous décrit son parcours de vie, elle nous transmet son engagement au quotidien en tant que directrice et éducatrice 6-12, et toutes les initiatives qu'elle met en place pour qu'il n'y ait pas de frontière entre l'école et la maison. La coéducation est indispensable pour que l'enfant puisse se construire au mieux. Je laisse place à ma conversation avec Sophie. Bonjour Sophie, bienvenue pour ce nouvel épisode. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir pour le podcast. J'ai eu la chance de partager une semaine à tes côtés dans ton école Montessori avec mes filles. Et donc forcément, j'ai eu envie de faire découvrir un peu tout ce que tu vis aux auditeurs qui m'écoutent. Ok, ça fait plaisir. Est-ce que tu veux bien commencer par nous parler de ton expérience, comment tu es devenue éducatrice Montessori, tout ton parcours de ces dernières années ? Ok. Alors, en fait, à la base, je suis professeure de lettres modernes pour le secondaire depuis 2007. Donc j'ai fait un cursus scolaire très classique, je suis jamais sortie de l'école quelque part. Je suis passée d'un côté de statut élève au statut prof, sans jamais vivre vraiment autre chose. Donc j'ai enseigné au collège une dizaine d'années. Et puis, j'ai tenté pas mal de choses au collège parce que finalement, déjà dans ma pratique pédagogique, il y avait des choses qui me posaient question. Je voyais bien que le prof sur son estrade au tableau qui transmet un savoir et les enfants sont sages et écoutent et écrivent. Clairement, j'ai beaucoup ramé. Et les enfants aussi, en fait, les élèves aussi. Et donc, c'est vrai que j'ai tenté pas mal de choses déjà dans ma pratique au collège, en m'intéressant beaucoup à ce qui se faisait au Canada, sur la pédagogie inversée, sur les petites capsules vidéo où j'enregistrais finalement les cours sur leur clé MP3. Comme ça, ils pouvaient écouter la leçon à la maison à un nombre de fois incalculable. Et puis, au moins, en classe, on faisait les exercices, qui permettait de travailler la notion et ensuite de faire l'évaluation. Parce que très vite, je me suis rendu compte que faire la leçon, demander aux enfants de faire les exercices à la maison, et puis le lendemain, ou la semaine d'après, faire un contrôle dessus, j'avais aucun moyen de voir si la notion était intégrée. Et en fait, c'est ça mon travail finalement. Et donc voilà, ça me questionnait beaucoup. J'aimais bien aussi travailler en îlot. Alors, je ne sais plus chez qui j'avais trouvé ça. J'avais beaucoup aimé parce que les enfants, je trouve qu'au collège, ont aussi besoin de travailler ensemble et qu'ils travaillent mieux ensemble. Et voilà, et ça ne se faisait pas du tout. Après, j'ai rencontré pas mal de difficultés parce que j'ai beaucoup changé d'établissement au départ parce que quand tu es un jeune prof, on te met à moitié là, puis à moitié là, puis à moitié là. Donc ça, c'est pas très facile. Et puis, il y a pas mal de collègues aussi qui
qui s'interrogent sur comme on partage les salles, qui n'apprécient pas forcément de rentrer dans une salle et toutes les tables et chaises ont été bougées. Donc voilà, ça c'était des contraintes assez pénibles en tout cas au collège. Et puis bon voilà, pour moi c'était vraiment... Enfin, j'aimais bien essayer de remettre en question toute ma pratique, etc. Puis un jour, je suis tombée enceinte. et, et là, je me suis rendu compte qu'il fallait envisager la scolarité de mes enfants très vite. Pendant la grossesse, je me suis dit, bon, comment on va faire? C'est quelque chose qui m'a fait très peur parce que moi, je me sentais déjà un peu seule dans mon parcours de prof de collège. Voilà, et je sais qu'il y a des profs merveilleux dans le public, partout, dans tous les, que ce soit au primaire et au secondaire. Mais voilà, j'avais envie d'être sûre d'être dans une structure pérenne d'un point de vue pédagogique, quelque chose qui me correspondait vraiment. Et j'avais déjà entendu parler de la pédagogie Montessori dans mes études à l'université. Alors vraiment hyper rapidement, en plus avec plein de préjugés de la part du prof. Donc c'est vrai que j'étais partie dans l'idée que Maria Montessori, enfin sa pédagogie, c'était les enfants, ils font ce qu'ils veulent en fait. Moi dans mon esprit, c'était vraiment ça. Et puis en vacances en été chez mes parents, j'ai ma tante qui était en train de lire L'Esprit absorbant de Maria Montessori. Je lui demande ce qu'elle est en train de lire et puis elle me dit c'est Maria Montessori, une pédagogie, et puis je lui dis, je crois vraiment que je lui dis oui, enfin ça c'est pour les enfants qui font ce qu'ils veulent, voilà. Et en fait avec beaucoup de retenue, et elle m'a dit tu sais, tu devrais lire, ça pourrait vraiment t'intéresser, parce qu'après je pense qu'elle me connaît aussi bien, et donc elle a titillé ma curiosité, mais vraiment elle n'a pas du tout cherché à me convaincre ou quoi que ce soit, mais elle a fait ça avec beaucoup de retenue. Et ça a piqué ma curiosité, et puis j'ai lu et j'ai dévoré. Donc dans un premier temps, je me suis formée avec Papa Chapiteau, que j'ai adoré cette formation parce que ils ont ouvert un monde. Enfin, tu vois, c'était juste magique cette formation. Mais j'y étais vraiment dans l'idée de me former en tant que parent et d'accompagner mes enfants dans une scolarité Montessori. Seulement, à côté de chez moi, il n'y avait pas du tout d'école Montessori. Et j'avais visité la plus proche et j'avais discuté avec l'éducatrice longuement, et qui m'avait dit « Mais il y a rien de ton côté, pourquoi tu n'ouvres pas une école ?» Et bon, voilà, ça m'a titillé effectivement pas mal. Moi, j'ai continué à me former après avec d'autres centres de formation, avec La Source, parce que là, vraiment, j'avais besoin de plus de contenu, voilà, ça me parlait tellement que j'avais envie de vivre ça pleinement. Et puis, à côté de ça, je trouvais que ce que je faisais au collège n'avait plus de sens. Enfin, tu vois, j'étais tellement attirée par cette pédagogie, et voilà, ça me parlait tellement que je ne voyais plus quoi faire au collège. Et donc, j'ai fait une étude de marché sur la région dans laquelle j'étais à l'époque. Et j'ai ouvert l'école Montessori, l'Envol des Petits Curieux, voilà, sur l'Arbrelle. Donc voilà, ça c'était Excuse-moi, ça c'était en quelle année? Alors du coup, l'école a ouvert en 2016. 2016, d'accord. En septembre 2016. Et on a vécu 4 années extraordinaires. Vraiment, c'était une super belle expérience. C'était absolument... Enfin voilà, j'en ai des souvenirs merveilleux. Seulement, on n'a pas résisté en fait à la crise économique liée au Covid. À la Covid, pardon. J'ai eu pas mal de parents qui ont dû partir parce qu'ils étaient trop impactés financièrement. Et les finances de l'école étaient déjà fragiles. Une école hors contrat, ça ne roule pas du tout sur l'or, et donc c'était déjà assez fragile. Moi, j'avais jamais pu, par exemple, me dégager de salaire depuis 2016 en fait. Donc voilà, c'était déjà assez fragile. Et là, la crise nous a fait couler. Voilà. Et donc, tu as travaillé 3 années ou 4 années scolaires sans salaire? 4. 4 années. 4 années scolaires sans salaire. C'est quand même impressionnant, je trouve. Oui. C'était mon bébé. Oui, j'y ai passé beaucoup de temps et j'y ai laissé beaucoup de plumes, clairement. Et puis, quand l'école a coulé, en même temps, et ça, c'était assez extraordinaire,
Il y a l'école Montessori Arc-en-Ciel de Violet qui, eux, n'avaient plus du tout d'équipe pédagogique et qui cherchaient, on était fin juin quasi, et ils cherchaient absolument quelqu'un très rapidement pour la rentrée de septembre. Et voilà, c'est quelque chose qui s'est fait très vite parce que finalement, en une semaine, j'avais l'annonce de la liquidation et en même temps, j'avais trouvé un poste de direction et d'éducatrice 6-12. Et en plus, ils cherchaient aussi une éducatrice 3-6. Et donc, j'ai pu transférer l'équipe et tout le projet pédagogique sur lequel on travaillait depuis 4 ans à l'école de Violet. Et donc, finalement, cette expérience, elle s'est poursuivie. Ce ne sont pas les mêmes familles, les mêmes enfants, mais le projet est toujours là, dans des locaux... Vraiment, voilà, c'est des très beaux locaux. C'est une vraie école par rapport à l'Arbrel où on était dans une maison qu'on avait réaménagée finalement. Et donc le rêve se poursuit, le rêve montessorien se poursuit. Ouais. Avec une belle vue sur les montagnes enneigées au mois de janvier. Voilà, avec des enfants en combinaison de ski. C'est ça. Pendant un long moment, oui. Et pour rebondir sur ce que tu disais, quand au départ tu croyais que les enfants faisaient ce qu'ils veulent, je pense que tu l'as déjà entendu cette répartie, mais tu sais, moi j'aime bien dire, ils ne font pas ce qu'ils veulent ce qu'ils font. Voilà, exactement. Voilà. Et je l'ai compris très vite en fait, il suffit juste de lire Maria Montessori pour comprendre que c'est une pédagogie qui est très cadrée pour que les enfants soient très libres en fait. Voilà, ça va ensemble. Ouais. Et voilà, il suffit juste de lire un tout petit peu. C'est dommage que ce prof avait une vision déformée de cette pédagogie parce que du coup peut-être que des personnes, tes collègues de l'époque sont restés là-dessus, sur cette vision-là. Ouais, sûrement, ouais. J'imagine que oui, parce que voilà, si tu veux, quand il nous a pas du tout invités à creuser là-dessus en nous disant bon voilà, il existe ça. Les enfants font ce qu'ils veulent, puis, tu vois, ça te donne pas envie de creuser. Donc... C'est ça, c'est ça. Est-ce que tu veux bien justement que je rebondisse un peu sur l'autonomie des enfants, sur la part des décisions d'adultes, sur ce côté justement, non, ils ne font pas ce qu'ils veulent. Est-ce qu'on peut rebondir, tu pourrais rebondir un peu sur ce sujet? Je ne l'ai pas beaucoup abordé jusqu'à présent avec mes invités. Oui. Eh bien, en fait, le travail de l'éducateur, ça va être de proposer un environnement qui répond aux besoins de l'enfant. Et du coup, quand l'environnement répond aux besoins de l'enfant va finalement choisir vraiment son travail, ne va pas errer parce qu'il ne sait pas quoi faire. Et puis, il va être libre de ses choix dans le travail. Donc, vraiment, pour moi, l'éducateur doit observer pour proposer un environnement dans lequel l'enfant va pouvoir s'épanouir. Et on s'épanouit bien dans le travail. Il y a aussi souvent, avec certaines familles, le mot travail est parfois un gros mot. Il ne faut pas forcer les enfants au travail, mais en fait, on ne force pas les enfants au travail, c'est que l'enfant, quand il est libre et heureux, il travaille. Enfin, tu vois, c'est pas négatif. On a aussi cette image très négative du travail, c'est un vilain mot. En fait, non, l'enfant a envie de travailler, ouais. Même si les adultes n'ont plus du tout envie. Enfin, l'enfant, à la base, a envie, en fait. Oui, il a envie d'apprendre, d'explorer, et de ce que nous, on appelle travail. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Et donc, voilà, oui, les enfants, quand ils sont normalisés, dans le terme montessorien, prennent plaisir effectivement à travailler et vont travailler librement et de façon autonome. Oui. En fait, ils savent pour qui ils travaillent. Et c'est ça tout le travail du guide aussi dans la classe, c'est que l'enfant comprenne par lui-même, par ses découvertes, qu'il travaille ni pour papa, maman, ni pour la maîtresse ou l'éducateur, ni pour la note, évidemment, même si nous, on n'a pas de note en Montessori, mais qu'il travaille pour lui. Et à partir du moment où l'enfant comprend qu'il travaille pour lui, qu'il se nourrit, qu'il nourrit son cerveau, il est libre, en fait. Voilà, c'est ça. Et est-ce que tu peux préciser ce que tu entends par... Enfin, pas toi, ce que tu entends, mais ce que veut dire normaliser? Normaliser, c'est quand l'enfant, pour moi en tout cas, c'est quand l'enfant trouve son chemin intérieur. Le chemin intérieur où il est en paix, où il a la concentration pour aller vers l'épanouissement de ses apprentissages.
C'est arriver à ce que l'enfant, oui, trouve la paix en lui pour se sentir serein dans les apprentissages. Et un enfant qui a eu la chance de commencer sa scolarité dans une école Montessori, je pense que c'est plus facile. Mais j'imagine que des fois, tu accueilles aussi des enfants qui ont vécu des choses différentes dans des écoles ordinaires. Et comment ça se passe du coup avec ces enfants-là qui ont déjà un peu perdu le goût d'apprendre, le goût de l'effort pour soi et pas pour la maîtresse ou les parents? Alors oui, effectivement, en 6-12, quand j'ai ouvert à l'Arbrel, de toute façon, j'ai ouvert les 2 ambiances en même temps, les 2 classes en même temps. Donc, je n'ai eu quasiment que des enfants qui n'étaient pas montessoriens à la base en 6-12. Donc, heureusement, j'en ai eu peu. C'était une petite classe. Et en fait, d'abord, il faut soigner, il faut réparer. Et ça prend beaucoup de temps. Et c'est quelque chose avec les familles voilà, c'est quelque chose sur laquelle j'insiste beaucoup avec les familles. Qu'il va falloir réparer, en fait, avant d'aller vers les savoirs, avant d'aller vers les apprentissages. Donc ça peut prendre parfois jusqu'à 1 an, et donc il faut que les parents soient sereins avec cette idée-là, que ben voilà, en fait, une année sur toute une vie, finalement, qu'est-ce que c'est? Mais voilà, il faut l'accepter. C'est quelque chose de difficile, voilà. Donc c'est vrai que voilà, il va falloir soigner, il va falloir redonner de l'estime de soi, parce que en fait, en tout cas pour mon expérience, ce sont des enfants qui n'ont plus confiance en eux, qui s'estiment nuls et qui du coup ne travaillent pas de peur de se tromper. Donc on va surtout rien faire parce que sinon je vais me tromper encore, voilà. Et en fait tout mon travail avec des enfants qui viennent d'autres écoles, en tout cas, et qui ont souffert, parce qu'après il y a des enfants qui ne souffrent pas dans les écoles traditionnelles, hein, mais voilà, pour ceux qui viennent chez moi après une mauvaise expérience, il va falloir en fait leur expliquer que l'erreur est voulue chez nous, en fait, et que c'est par l'erreur qu'on apprend, et que c'est pas mal de se tromper. Oui. Donc il va falloir redonner confiance en l'erreur, et donc c'est ça le travail que je vais mettre en place au début. Oui, quand tu dis réparer, c'est changer le statut de l'erreur, ça fait partie de la réparation. Ah, pour moi, oui, c'est sûr. C'est sûr. Et donc, ça va tout réparer, en fait, à partir de là. Ça va réparer l'estime de soi, ça va réparer l'envie de s'y mettre et le goût de l'effort. Voilà. Oui, quand tu dis, des fois, il faut accepter de perdre 1 an pour réparer, ça demande de la part des parents quand même un peu de lâcher prise et de confiance envers toi, pour que justement, après, l'enfant puisse réapprendre, retrouver le plaisir d'apprendre et de se faire confiance. C'est ça? C'est ça. En plus, je ne suis pas tellement sûre qu'on parle de perdre une année, parce que c'est pas perdre une année que de se réparer, déjà. Oui. Et puis 2, une fois que c'est réparé, en tout cas une fois que l'enfant a envie d'apprendre et qu'il apprend pour lui, et ben ça peut aller très vite après. Donc quelque part, on peut rattraper ce temps-là. C'est ça. Mais c'est vrai que si l'enfant, moi, il a besoin de 3 mois faire que de la broderie ou que du tricot pour se sentir bien dans ma classe, je vais accepter ça pendant un temps. Et pour les parents qui sont sûrement déjà sous pression parce que vous avez une mauvaise expérience de l'école précédente, quand l'éducatrice dit oui, aujourd'hui il a cousu, c'est pas du français, c'est pas des maths. Voilà, ça peut bousculer. Donc alors évidemment, l'enfant ne fait pas que ça, mais parfois il peut parler que de ça. Et donc il faut que les parents entendent que ça peut être ça, que c'est possible et que ce n'est pas grave et qu'il se passe des choses quand même. Voilà. Oui, bien sûr. Et donc là, tu parles des parents, donc tu me fais une belle transition vers le sujet qu'on voulait aborder ensemble, la coéducation. Parle-nous des parents, quelle est leur place, quand ils te contactent pour la première fois. Voilà, comment ça se passe, quelle relation tu essayes de créer avec eux? Alors, quand ils me contactent, du coup, je les invite à remplir déjà un formulaire sur le site internet de l'école où je leur pose des questions sur leur chemin de parents, et je leur demande aussi de lire le projet pédagogique. Et comme ça, une fois que tout ça est fait, on peut discuter. Parce que ça me permet, alors c'est pas un très joli mot, mais ça me permet un peu de faire le tri aussi sur les familles qui cherchent en fait une école alternative pour faire des génies.
parce que Montessori, parfois, on a aussi cette fausse image que l'enfant va être milliardaire parce qu'il y a une liste des hommes les plus prestigieux qui ont fait Montessori. Et donc, en fait, voilà, on n'est pas prestataire de service. Donc, c'est pas parce qu'on nous met un enfant et qu'on paye une scolarité un peu chère que ça y est, l'enfant a un avenir tout tracé de génie milliardaire. Donc, c'est pour ça que j'invite vraiment les futures familles à lire le projet pour qu'ils puissent déjà être raccord avec ce qu'on raconte. Ça fait gagner du temps à tout le monde en fait, et surtout à l'enfant. Donc voilà, ensuite ça me permet de prendre contact avec la famille si je vois que nos valeurs correspondent. À ce moment-là, on fait une visite de l'école et puis on prend le temps de discuter, de prendre connaissance de l'enfant. Et puis de partir sur un contrat entre nous, enfin voilà, un contrat d'éducation. Pour moi, on passe un contrat, le parent étant le premier éducateur de l'enfant. Si on ne travaille pas dans le même sens, on ne va rien faire en fait. Voilà. C'est là-dessus que j'insiste beaucoup dans les premiers entretiens, c'est que il se peut que pour l'enfant, on rencontre des difficultés, nous, en tant qu'éducateurs. Et que si on demande à la famille de venir, c'est pas pour les fustiger, ah votre enfant est difficile, on n'y arrive pas, c'est ok là à cet instant T, un tel traverse une période difficile, est-ce que c'est pareil pour vous, qu'est-ce qu'on fait ensemble, est-ce que vous avez des clés à partager, comment, voilà, on est tous assis autour de la table, on n'est pas les uns en face des autres à se reprocher mutuellement le problème. En fait, c'est pas du tout ça. Là, l'idée, c'est qu'on est une équipe et que l'enfant traverse une période peut-être compliquée. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Qu'est-ce qu'on met en place ensemble? Qu'est-ce qu'on décide ensemble pour que ça se répercute et à la maison et à l'école? D'accord. Et après, les parents font leur choix d'inscrire leurs enfants ou pas? Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Après ce long échange, pour être sûr de partager un peu les mêmes objectifs. Les mêmes objectifs, les mêmes valeurs. Et aussi, la discussion va me permettre aussi, quelque part, de vérifier, j'aime pas trop ce mot-là, mais c'est quand même ça, de vérifier que les valeurs, elles sont vécues. Parce qu'on peut partager plein de valeurs, mais les vivre, c'est autre chose. Et c'est notamment quelque chose que j'utilise plus trop le mot bienveillance, parce que bienveillance, on le trouve à toutes les sauces, et qu'on parle de maltraitance. Et moi, j'aime bien parler tu vois, d'être bien traitant, plutôt que de bienveillance, être bien traitant. Parce qu'on peut faire plein de choses plutôt négatives sous couvert de la bienveillance, finalement, avec bienveillance. Et voilà, pour moi, c'est un mot qui est un peu vidé de sens. Et donc, je sais plus trop... Ah oui, voilà, je te disais ça parce que j'ai besoin aussi, dans l'échange, de vérifier que les valeurs sont vécues. Oui. Voilà, que c'est pas juste une envie de partager ces valeurs, elles sont aussi vécues à la maison. Oui. Et tout ça, c'est pour l'enfant. Parce que... l'enfant, ça doit être l'école et la maison doit être en cohérence, ça doit être une continuité, ça doit avoir du sens pour l'enfant. Et si il vit pas la même chose à l'école et à la maison, eh bien l'enfant il va être en dissonance et ça va pas être bon pour lui. Donc c'est pour ça que dans son développement il va y avoir un conflit de loyauté. Enfin voilà, ça peut vraiment poser des soucis à l'enfant. Et donc c'est important de vérifier que l'équipe éducative qui va se construire travaille dans le même sens avec les parents. Voilà. Et pour toi, bientraitance, ou bien traitant, c'est pas juste avoir envie d'avoir ces valeurs, c'est vraiment les incarner. C'est ça là, pour toi la différence. Les incarner, les vivre au quotidien. D'accord. Et est-ce que tu as déjà accueilli des enfants qui du coup avaient souffert à l'école et les parents du coup avaient ces valeurs sur le papier mais ne les incarnaient pas, et donc du coup est-ce que tu as vécu cette dissonance dont tu parles? Ah oui. Ouais. Et je l'ai vécu, et c'est pour ça que j'ai mis ce protocole-là d'accueil en place en fait. Parce qu'au départ, j'ai un peu dit oui à tout le monde. J'ai dit oui à tous les enfants, à toutes les familles, parce que c'est un super projet, on va vivre quelque chose de bien, etc. Et puis je me suis rendu compte que non, en fait, il y a des familles pour qui c'est trop dur en fait de vivre vraiment ces valeurs.
Et donc l'enfant, c'était hyper compliqué dans l'école. Mm. C'était très très compliqué parce que il n'y avait pas de cohérence entre chez lui et chez nous. Et donc il était mal, on était mal, les parents étaient Oui. voilà, ça n'était pas du tout constructif pour personne. Et puis c'est très dur aussi de s'investir sur un enfant avec conviction et d'être aussi persuadé qu'à la maison ça va pas et que j'aime bien l'idée de tricoter et de détricoter vraiment. Donc c'est très compliqué après. On va être dans le jugement, on va être dans le ressentiment et ça marche pas en fait. Donc c'est pour ça que maintenant on met un peu le paquet sur ça dans les entretiens. Ouais, sur l'accueil. Après, en fait. Voilà, on peut ne pas être d'accord sur tout, hein, c'est pas un problème, on peut discuter, on peut argumenter, etc. Mais sur la base, voilà, sur la punition, sur la place du travail, la place de la liberté, la place de l'autonomie, tout ça, c'est des choses qu'il faut qu'on partage dès le départ. Voilà. Oui, d'accord. Donc là, tu nous as décrit l'accueil d'une nouvelle famille. Et une fois que l'enfant est là, depuis plusieurs mois, est-ce que vous mettez est-ce que tu mets avec tes collègues des choses en place pour permettre cette coéducation? Tu vois, quel est le lien que tu as avec les parents au quotidien, on va dire? Alors déjà, au quotidien, on prend le temps d'échanger avec les familles le soir. Donc des choses très ponctuelles, hein. On ne fait pas un rendez-vous pédagogique tous les soirs, mais sur le ressenti de la journée. Et le matin aussi, c'est important, si s'est passé quelque chose de grave dans la nuit, je sais pas, un enfant qui n'a pas dormi, qui a fait un cauchemar ou un événement, c'est très important que le parent nous en parle le matin parce que ça va impacter la journée de l'enfant et donc on va savoir mieux l'accompagner dans la journée. Donc il y a ces temps d'échange là, du matin et du soir qu'on met en place. On propose aussi 5 conférences dans l'année à propos de notre pédagogie et notre façon de fonctionner parce que on peut partager et vivre toutes les valeurs de la pédagogie aussi. Le truc, c'est qu'on a, même moi la première, tous un parcours scolaire assez traditionnel et que en fait, on connaît pas vraiment. Et ça, je trouve que c'est hyper important pour que les parents, pour qu'on soit bien tous dans le même sens, que les parents découvrent la pédagogie à travers ces conférences. Donc, c'est Marie-Hélène Barbier qui les fait dans notre école. On propose aussi 2 après-midi portes ouvertes pour les parents. Donc les parents arrivent dans la classe et se retrouvent en position d'enfant et c'est l'enfant qui joue le rôle de l'éducateur. Donc l'enfant va présenter tous les travaux qu'il adore faire à ses parents. Voilà. On propose aussi un temps d'observation dans la classe. Les parents peuvent venir observer les enfants à l'école. Donc ils font la petite souris. Hein. L'idée c'est que vraiment ils restent très discrets dans un petit coin et puis ils prennent le moment à vivre dans la classe. On va proposer aussi des week-ends fabrication de matériel ou petits travaux dans l'école ou pour créer du lien. On propose aussi en 6-12 que les parents soient chaperons pour les petites sorties. Donc le parent accompagne et il a un rôle très important. Donc on en discute ça en amont. Il y a aussi évidemment les réunions de rentrée, les 2 entretiens pédagogiques annuels. C'est énorme, hein. C'est énorme, hein. Et quand tu as dit porte ouverte, je suis partie sur autre chose parce que tu sais, souvent porte ouverte, ça veut dire on ouvre l'école aux nouvelles familles qui sont susceptibles d'arriver. Mais là, c'était pas ce que tu voulais dire. C'était Non, c'est une porte ouverte pour les parents, réservée juste aux parents, voilà. Qui se retrouvent dans la position d'élève et leur enfant se trouve dans la position d'éducateur. Et c'est un chouette moment. Alors, cette année, oui. on a pu faire que les conférences par Zoom. Tout ce avec la Covid, là, ça met un peu à mal tout ça, mais bon, on essaye quand même de le vivre. Oui, en temps normal, vous mettez tout ça en place. Ouais. D'accord. Voilà, on va le dire comme ça. En temps normal, mais j'espère qu'on va vite revenir à la normale. Et puis aussi, j'ai écrit un livre. Ça se fait beaucoup aux États-Unis, c'est le handbook de l'école. Et moi, c'est l'équivalent du handbook, c'est un guide de l'école avec une première partie sur le fonctionnement de l'école. Et la deuxième partie, ça va être sur accompagner le développement de l'enfant à l'école et à la maison.
Et à travers ce livre, où j'ai traduit aussi beaucoup d'articles de pédagogues différents, j'explique comment fonctionne une classe Montessori, le programme 6-12, le programme 3-6, et comment vivre Montessori à la maison. Et puis aussi, on donne toutes nos clés, nous, qu'on a pu découvrir dans notre formation CNV pour le développement émotionnel et social des enfants. Et voilà, donc c'est un livre qui est vraiment réservé aux parents de l'école, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai traduites, et donc c'est pas que mon livre. Oui. Mais ça permet d'avoir aussi plein de pistes pour les parents, pour mieux comprendre comment on fonctionne et comment travailler ensemble. Voilà. Et j'imagine que tu ne donnes pas de conseils aux parents sur ce qu'ils vivent à la maison. C'est un peu délicat, non ? Ça peut quand même. Ça peut, si les parents sont en demande de conseils, nous on va essayer d'apporter des clés. Après, on n'a pas les bonnes réponses. Hein. Enfin, on se positionne pas en tant que moi je sais, faites, c'est pas du tout l'idée. Mais on a eu des familles qui rencontraient des difficultés à la maison et avec lesquelles on a échangé à ce sujet, ou que je peux orienter vers des ateliers Faber et Maslich, ou bien sûr du coaching parental. Enfin voilà, des aides ponctuelles qui peuvent être plus précises. Ou essayer de trouver des clés ensemble. Moi, j'aime bien l'idée qu'il n'y a pas forcément de frontière entre l'école et la maison, et qu'on travaille tous ensemble pour le bien de l'enfant, que ce soit à l'école ou à la maison. Moi, de savoir que l'enfant est bien à l'école mais pas bien à la maison, ça ne me satisfait pas en fait. J'ai besoin que l'enfant soit épanoui partout. C'est ça. Et il y a pas... Donc on travaille ensemble. Donc ça... après c'est pareil, c'est compliqué, il y a pas... il faut il n'y a pas d'obligation à ça. Si les parents n'ont pas envie de partager, on ne veut surtout pas faire d'ingérence. C'est pas du tout notre. Mais voilà, si les parents ont certaines difficultés et veulent nous en parler, on peut essayer ensemble de trouver des pistes. Oui, d'accord. Et pourquoi cette coéducation te paraît si importante ? Le fait qu'il n'y ait pas de frontière entre l'école et la maison, tout ce que vous mettez en place. Enfin, on est vraiment à fond dans la coéducation. Et pourquoi tu fais tout ça ? En fait, je vois pas comment ça peut fonctionner autrement pour l'enfant, en fait. Il y a besoin d'un... Enfin, voilà, je sais pas trop. Il y a besoin d'un lien. Et son premier environnement, c'est sa maison. Si on fait tout l'inverse à l'école, l'enfant, il va être dans une position juste intenable. Et il y a ce conflit de loyauté très important aussi, un conflit de loyauté vis-à-vis des familles. Après, on développe un attachement très important aussi entre l'éducateur et l'enfant. Et voilà, si on ne travaille pas dans le même sens, c'est juste insoutenable pour l'enfant. Et pour son développement personnel, pour son plein épanouissement, ça me semble indispensable d'avoir un échange constant avec les familles. Ce que tu as dit là, le parent arrive le matin avec son enfant, s'il s'est passé quelque chose d'important dans la nuit ou la veille, le parent nous en informe. Ça, concrètement, dans les écoles traditionnelles, c'est très rare. À moins qu'il y ait eu un décès dans la famille, tu vois, ou quelque chose de vraiment très important. Mais comme tu dis, une mauvaise nuit, un gros cauchemar, c'est important pour l'enfant. Et ça va conditionner le reste de sa journée. Voilà. Et en école traditionnelle, on n'est pas forcément au courant de ce que l'enfant vit au quotidien. C'est ça. Et après, ça ne demande pas forcément beaucoup de temps. Hein. Les parents, tu as pu l'observer, on ne reste pas non plus 3/4 d'heure au portail. Hein. Les parents savent qu'il faut nous donner l'info nécessaire pour accompagner l'enfant au mieux dans la journée. Et puis après, s'il y a besoin de revoir un truc, on va prendre rendez-vous, on va en parler plus longuement. Mais c'est vraiment pour qu'on puisse accompagner au mieux l'enfant et qu'on réponde au mieux à ses besoins. Voilà. Sûr que un enfant qui a pas dormi de la nuit, on va avoir, c'est pas qu'on a des attentes, mais du coup on va lui laisser plus de souplesse, plus de calme, on va l'accompagner différemment, on va pouvoir lui proposer de se coucher s'il a besoin. Enfin voilà, c'est des choses qui sont très importantes, plutôt que de chercher à se dire mince, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, si le parent nous a donné l'info, on gagne du temps. Enfin, tout le monde gagne du temps en fait. Voilà. Et tu sais, je pense aux familles qui n'ont pas la chance d'avoir leurs enfants en école Montessori, et après ça peut bien se passer en école traditionnelle évidemment, mais prenons le cas d'une famille pour qui c'est compliqué dans une école traditionnelle. Tu sais, imaginons que les parents essayent pas de récupérer, mais d'accompagner leurs enfants au mieux à la maison
pour pallier un peu aux difficultés rencontrées à l'école. Du coup, on est dans cette dissonance. Mais je me dis, entre une famille où on ne s'occupe pas des enfants, tu vois, prenons deux familles. Une famille où on ne s'occupe pas des enfants à la maison et ça se passe mal à l'école. Bon, là, il n'y a pas de dissonance, mais ça se passe mal des deux côtés. Et prenons une autre famille où les parents soutiennent leurs enfants, mais c'est compliqué à l'école. Est-ce que tu penses quand même que dans la famille où les enfants sont soutenus à l'école, même si les discours ne sont pas les mêmes, l'enfant peut quand même avancer mieux que s'il n'était pas soutenu du tout? Je sais pas, c'est un peu compliqué. C'est certain. Ouais. Oui, non, c'est sûr. Et puis, tant que le parent... Enfin, l'enfant, sa cellule première, c'est la famille. Et tant que c'est structuré dans la famille et soutenu dans la famille, ça pourra quand même se passer relativement bien partout, dans n'importe quelle école. Après, c'est sûr que quand il y a une grosse dissonance entre l'école et la famille, ou quand la famille essaye de trouver des clés avec l'école, mais que l'école reste fermée, là, ça devient très compliqué pour tout le monde. Mais c'est sûr que... je pense qu'il vaut mieux pour un enfant que la maison soit soutenante avec une école pas forcément soutenante que l'inverse. À choisir pour l'enfant, il a besoin d'une structure familiale soutenante et structurée. Enfin, voilà, l'idéal, c'est les deux, mais au choix, il vaut mieux que ça soit la maison qui soit soutenante. C'est ça, ouais. D'accord. Et donc oui, de tous les enfants que tu accueilles là depuis le début, ça t'est déjà arrivé d'avoir cette dissonance, mais tu as réussi quand même à faire en sorte que vos valeurs se rapprochent, ou c'est déjà arrivé que les valeurs étaient tellement différentes que l'enfant ait changé d'école? Les deux. On a des familles pour lesquelles j'ai préféré arrêter de travailler parce que c'était pas... Ça n'allait pas, de toute façon, ça convenait pas ni pour eux, ni pour moi, ni pour l'enfant. Et donc, on a arrêté de travailler ensemble. Et puis après, il y a des parents qui ont été vraiment... l'enfant avait été très abîmé dans un parcours traditionnel. Ils sont arrivés dans l'école en mode faites ce que vous pouvez, sans trop savoir. Quelque part, on était la dernière école qui pouvait dire oui. Donc sans même se poser la question de savoir qu'est-ce que c'était vraiment la pédagogie Montessori. Et donc, on découvert beaucoup de choses et on fait tout ce chemin avec nous. Et du coup, ça a fait une expérience magnifique et hyper bénéfique pour l'enfant. Mais en partant de valeurs effectivement qui n'étaient pas forcément partagées au début. Et ça, c'est chouette aussi. Ça, c'est chouette. C'est très beau aussi pour l'enfant, en tout cas. Puis pour moi, en termes d'expérience aussi, je trouve ça hyper chouette parce que ces familles, elles nous apportent beaucoup aussi pour essayer de les aider en compréhension et voilà, c'est aussi des très belles expériences et des très beaux chemins qu'on a parcourus tous ensemble. Je crois que tu as parlé de communication non violente. Est-ce que la CNV t'aide du coup avec les familles quand vous n'avez pas forcément les mêmes valeurs ou qu'il y a des petites discussions? Est-ce que la CNV c'est vraiment a changé quelque chose dans ta relation aux familles? Alors, la CNV, au départ, j'ai fait la formation avec Déclic, Déclic Éducation. Et on a fait la formation avec... on avait une formatrice pour seulement l'équipe de l'école. Et donc ça, c'était juste chouette. Et pour nous, on a fait la formation en se disant, ça va nous aider à l'école. Mais en fait, c'était pareil, c'était une deuxième claque monumentale dans ma vie. C'est que ça a changé tout, en fait. Vraiment tout. Tous les rapports humains, même la conception de la communication, la conception de l'autre. Et donc, oui, ça m'a aidé avec les familles, mais ça m'a aidé au-delà de tout. Ça m'a aidé dans mon couple, ça m'a aidé dans ma relation avec mes enfants, ça m'a aidé voilà, c'est un outil que j'essaie parce que ce sera un apprentissage, comme la vie en général, c'est un apprentissage constant. J'essaie de mettre en place le plus possible et que je mets en place aussi avec les enfants, en tout cas même dès le 3-6 finalement, on a des procédures, des résolutions de conflits qu'on essaye d'expliquer aux enfants dès tout petit. Et quand tu as un enfant de 4 ans qui te demande « mais c'est quoi ton besoin ?» c'est juste magique. Je crois que là, il a besoin d'espace, oui, c'est ça. Donc là, on gagne, voilà, c'est trop beau à voir, en fait. Et ça, oui, effectivement, c'est un outil qui nous a beaucoup, beaucoup aidés et qui a aussi renforcé nos liens dans l'équipe. Ça, c'était aussi très important. En fait, dans une école, c'est un petit microcosme avec un espace temporel différent de... je sais pas, il y a une faille spatio-temporelle dans les écoles Montessori, en tout cas dans les nôtres.
il se passe, on vit les choses tellement plus vite et plus intensément. Enfin, je sais pas trop, c'est vraiment le ressenti que j'ai. Et même si avec Angélique, on travaille depuis finalement que 3 ans, j'ai l'impression de la connaître depuis toujours. Et cette formation CNV a approfondi tellement nos liens. Enfin, ouais, c'est très intense comme formation et ça remet beaucoup de choses en question. Il faut avoir... ouais, Oui, je vois ce que tu veux dire. Moi, je suis arrivée en formation CNV en me disant « Oh, je vais apprendre à avoir une relation plus facile avec les autres. » Et en fait, je me suis rendu compte que déjà, j'ai appris à mieux me comprendre, enfin moi-même, la relation à soi avant de la relation aux autres, tu vois. Et savoir identifier nos émotions, nos besoins, c'est pas quelque chose qu'on a fait dans nos années d'école, hein. Pendant notre scolarité. C'est vrai que avec cette formation-là, on a mis plein d'outils. C'était aussi le projet de formation avec Lynn, de nous outiller pour accompagner les enfants dans la CNV, mais pour eux aussi. Et que ce soit quelque chose qui puisse vivre au quotidien pour eux, parce que je me dis, c'est quand même plus sympa pour eux s'ils le découvrent maintenant que comme moi à 37 ans. Quoi. Ouais. On a le même âge. Je savais pas. Ils gagneront du temps, en fait. L'idée, c'est ça, c'est que... Ouais. C'est un peu comme ça. Ouais, j'ai envie de... C'est des citoyens à la paix qu'on est en train de... Voilà, Maria Montessori, c'est l'éducation à la paix. Et si on peut les... Voilà, c'est des petites graines qu'on sème. Et si eux, ils ont tous ces outils-là très tôt, et ben, ça peut que rouler plus tard. Ouais, c'est sûr. C'est un beau cadeau que tu leur fais. J'espère, en tout cas, c'est aussi un cadeau, c'est-à-dire pour nous-mêmes. Hein. J'ai envie d'une société... plus humaine, plus douce, ouais, plus en paix, d'un monde meilleur. Enfin, là, c'est très bateau ce que je dis, mais voilà, pour moi, on participe à ça, en tout cas, j'espère. Voilà. Oui, c'est sûr. Est-ce que tu veux bien qu'on termine avec une citation? Enfin, une citation, un livre et coup de cœur, coup de gueule. Enfin, où? Ok, alors, j'avais trouvé, là, j'ai une citation que j'aime beaucoup. Sur la coéducation, justement, c'est Donna Bertz qui dit ça donc je te la lis. L'école Montessori convient à tous les enfants, mais pourrait ne pas convenir à tous les parents, parce qu'elle exige de leur part une confiance solide dans le désir d'apprendre de l'enfant et l'acceptation de son style particulier d'apprentissage, tel qu'il se manifeste à différentes étapes. Une profonde compréhension des effets salutaires d'un environnement riche et équilibré est essentielle, tout comme l'est l'engagement de bâtir des relations basées sur le respect. Il est nécessaire également d'adapter le milieu familial et de définir des valeurs. Il faut soutenir l'indépendance et avoir suffisamment de confiance pour promouvoir l'autonomie. Lorsque les parents travaillent avec l'école, la classe Montessori offre aux enfants un enseignement et une vie communautaire enrichissant pour le présent et l'avenir et bien ancré dans la réalité. Et voilà, ça me parle énormément en fait. Tu me donnes à nouveau envie de relire les écrits de Donna Bryan-Gertz. Voilà. Et du coup, c'est le livre dont je voulais vous parler. Je pense que beaucoup connaissent, mais pour moi, c'est un livre que je relis quasiment une fois par an ou tous les 2 ans et qui me fait énormément de bien dans mon positionnement avec les enfants et dans la compréhension de l'enfant. Voilà. Donc, elle en a écrit qu'un quand l'école s'adapte aux enfants? Ouais, c'est quand l'école s'adapte aux enfants. Après, elle a écrit énormément d'articles que j'ai beaucoup traduits justement pour mon guide pour les parents. Mais voilà, ce livre-là en particulier est juste extraordinaire. C'est le premier que j'ai lu, tout premier qui a vraiment... Enfin voilà, ça m'a ouvert... Enfin, j'ai entendu parler de Maria Montessori en 2013, j'ai commencé par ce livre-là et je me suis dit, ah oui, je le prêtais à tous mes collègues à chaque fois. D'ailleurs, il est prêté là en ce moment. Voilà, je le fais beaucoup circuler ce livre. Et du coup, soit un coup de cœur, soit un coup de gueule pour terminer. Oui, coup de cœur, je ne sais pas si ça peut être un moment de gratitude. Ah oui, oui. Ouais. Très bien. Et ben je dirais, je remercierais vraiment le coup de cœur, c'est pour mes élèves actuellement. En décembre, j'ai eu franchement un coup de mou parce que démarrer une nouvelle ambiance après avoir construit 4 ans une classe, ça a été un peu difficile. On partait pas avec les mêmes enfants, les mêmes acquis, les mêmes enfin voilà, c'était difficile de trouver ma place aussi. Et c'est vrai que j'ai eu un moment de doute et
avec la crise sanitaire, tout ça qui est autour, le confinement, le protocole, le machin. Enfin voilà, c'était vraiment une fin d'année extrêmement difficile. Et en fait, les enfants ont toujours la patate, ont toujours le sourire, sont toujours là. Enfin voilà. Et ça me rappelle pourquoi je suis là en fait. Et de les voir sourire et de continuer à vivre leur bonheur malgré tout. Enfin, malgré tout ce qui se passe avec ce pouvoir de faire abstraction d'eux, et bah c'est pas grave, on continue, on s'amuse. Et ça c'est juste chouette et ça m'a reboosté pour ce début d'année. Et donc voilà, c'est ma motivation. Ils ont réussi à me remotiver constamment et ça c'est chouette. Voilà, c'était mon petit coup de cœur pour ma classe. On a pas mal galéré et là je suis juste hyper contente. D'accord. Bon ben, on va terminer sur ces mots très positifs et merci beaucoup Sophie pour ton témoignage. Ouais, merci à toi de m'avoir invitée, c'était très chouette. Si ce podcast vous a plu, je vous rappelle que je compte sur vous pour laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et une note de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. C'est la meilleure solution pour donner de la visibilité au podcast et contribuer vous aussi à cette révolution éducative. Et n'hésitez pas à partager les épisodes qui vous plaisent. À la semaine prochaine!